La reine-mère? Les pauvres. Je vous souhaite bonne chance. Ils en auront besoin. Ta gueule, sale flamand. Cela s'adressait à un gros gaillard rougeau et placide qui, les mains dans les poches, faisait front, au milieu d'une douzaine de ses compatriotes, à 4 soldats de l'armée nationale congolaise qui les avaient parqués dans l'arrière-salle d'un grand hôtel de la ville. Depuis les petites heures de la matinée, l'armée de retour du front, où elle avait subi une lourde défaite, se vengeait sur les quelques ressortissants étrangers qui avaient résisté au vent de panique du lendemain de l'indépendance. Beaucoup d'étrangers étaient pourtant restés dans cette petite ville de l'Afrique libérée, parce que leur intérêt leur commandait d'essayer de sauver les biens qu'ils avaient acquis à force d'acharnement et de privation. D'autres, ne possédant rien en Europe et n'ayant rien à perdre sur place, n'avaient pu se résoudre à partir à l'aventure et préféraient rester pour voir ce qui allait se passer. Une dernière catégorie, enfin, les jeunes et les plus coriaces, habitués aux mœurs africaines, s'étaient incrustés par bravade, résolus à s'intégrer à la nouvelle société, au sein de laquelle ils étaient décidés à se créer leur petite place au soleil. Van den Dorpen constituait à lui seul un amalgame des uns et des autres. Propriétaire d'une ferme où il s'adonnait surtout à l'élevage des bovins, il n'avait plus aucune attache en Europe. Il n'éprouvait en outre aucune crainte vis-à-vis des bougnoules qu'il avait pris l'habitude de ne faire marcher qu'à coups de pied haut, ce qui constituait, qu'à ses dires, le meilleur stimulant au travail. La sécession katangaise avait malheureusement compliqué l'existence de ces petits colons qui, chaque fois que la glorieuse armée congolaise recevait la raclée de la main des troupes du traître Tshombe, payaient avec usure le dépit des soldats en débandade. Périodiquement, depuis plusieurs mois, ces Européens se voyaient arrêtés, molestés, humiliés. Personne n'avait jusqu'à présent payé de sa vie cette résistance passive à la loi du nouveau noir indépendant. Il y avait bien eu un cas malheureux, celui de ce vieux commerçant misanthrope qui, à l'occasion d'une visite à son domicile, avait brandi un vieux revolver rouillé sous le nez des policiers. Un coup de feu mal ajusté lui avait emporté la moitié du crâne. Les forces de l'ordre en avaient éprouvé tellement de remords que l'auteur du forfait s'était vu lourdement puni par l'autorité militaire. Cette fois pourtant, les soldats qui avaient reçu une sévère correction sur le chemin d'Élisabethville, à l'est du Congo RDC, étaient bien décidés à faire payer très cher leur humiliation aux civils de la petite ville. Leur état de surexcitation était tel que l'on pouvait craindre le pire. C'est ainsi que la plupart des colons et négociants s'étaient fait cueillir peu avant le lever du soleil et avaient été rassemblés à coups de crosses de fusil dans un endroit où ils se rencontraient habituellement pour se distraire. Aucun d'entre eux ne baissait cependant les yeux sous les injures et les menaces qui pleuvaient sur eux sans répit. Au contraire, ils narguaient leurs gardiens dont ils mettaient ouvertement en doute les qualités viriles. Là-dessus, l'un des soldats, les prenant au mot, s'était déclaré prêt à en faire la preuve auprès des femmes européennes de la ville. Un instant désarçonnés par cette affreuse éventualité, les hommes avaient faim d'en rire. Van den Dorpen avait même laissé entendre aux militaires, d'un ton faussement apitoyé, qu'il aurait fort à faire pour venir à bout de ces terribles femmes flamandes. En son fort intérieur, il priait le ciel de leur épargner cette épreuve. Hélas, ces brutes, excités à l'idée de s'offrir de la chair blanche, commencèrent à baver mutuellement avant de mettre leur projet à exécution. Impuissants et atterrés, les Européens, pendant qu'ils auraient mieux fait de tenir leur langue, commençaient à se reprocher mutuellement leurs propos inconsidérés. Les soldats noirs se répandaient dans la ville afin d'assouvir leurs appétits sur de malheureuses femmes sans défense. Bertha Van den Dorpen s'affairait dans sa petite cuisine, préparant le petit déjeuner pour le retour de son mari. Elle ne se faisait pas trop de soucis pour lui. Ce n'était pas la première fois que les soldats ou les policiers venaient arrêter son Lucien. Ils le gardaient habituellement une demi-journée, puis le relâchaient, fatigué de subir ses sarcasmes. Elle s'employait ainsi à lui réserver une petite surprise culinaire. Les domestiques n'étant pas venus au travail ce matin-là,
Bertha était bien obligée de se mettre aux casseroles, ce qui ne l'ennuyait pas le moins du monde. C'était une de cette robuste paysanne flamande, bâtie comme un homme et apte aux travaux les plus durs, les plus rebutants. Ses épaules de catcheuse faisaient oublier sa poitrine épanouie, et ses hanches rebondies ne pouvaient effacer l'impression de puissance de ses membres massifs. Par ailleurs, sa voix rauque et profonde, de même que le léger duvet soulignant sa lèvre supérieure, montrait que la nature avait longuement hésité avant de lui accorder des attributs féminins. Lorsqu'on cogna à la porte, après qu'un martèlement de bottines cloutées eut ébranlé les escaliers, Bertha ne s'énerva pas outre mesure, mais se dirigea calmement vers l'entrée de l'appartement en criant « Oui, ça va, on vient !» Elle tira brusquement vers elle le battant de la porte qui gémissait sous les coups de bottes et de poings et se trouva face à 3 soldats noirs, aux yeux luisants de convoitise, qui pointaient sur son ventre les canons de leurs fusils. D'un geste négligent du bras, elle écarta les armes menaçantes et se mit à gronder. « Alors, mes petits amis, ça ne va pas mieux, non? Vous tenez à vous battre avec les femmes à présent ?» Le plus hardi de la bande lui répondit avec arrogance « On ne vient pas se battre, mais te... » Et il fit un geste obscène pour lui faire comprendre leurs intentions. « Oh, elle est bien bonne celle-là! Hou !» La grosse femme s'esclaffait bruyamment en s'envoyant de grandes claques sur les cuisses. Son fou rire tonitruant était tellement inattendu que les 3 ploucs se regardèrent avec inquiétude, indécis sur ce qu'ils devaient faire, rire avec elle ou se fâcher. Lorsque Bertha eut ri à en mourir, elle reprit subitement son sérieux et commença à les interroger sévèrement en fronçant ses sourcils touffus tout en retroussant les manches de sa blouse, exhibant ainsi de redoutables avant-bras. « Et qui vous a fichu cette belle idée en tête, mes jolies ? C'est ton mari, un nommé Vanden quelque chose, répondit le porte-parole du trio. « Oh, Lucien, cette outre de bière, cette éponge à whisky, oh !» Elle se mit à aboyer de joie, tellement fort que ses seins tressautaient convulsivement, mettant en danger les boutons de son corsage. Devant ce spectacle, les soldats de plus en plus mal à l'aise avalaient péniblement leur salive. À ce moment, de nouveaux piétinements retentirent dans la cage d'escalier et un lieutenant, suivi d'un caporal, fit irruption sur le palier. Il s'arrêta interdit devant cette scène surprenante. Une femme blanche, riant à gorge déployée sous le nez de 3 soldats, tête baissée, embarrassés de leurs fusils et de leurs mains. « Alors, rugit-il, qu'est-ce que vous fabriquez par ici ?» Les 3 compères, ne sachant pas quoi dire, se lancèrent dans des explications embrouillées où il était question de contrôle, de vérification d'identité, de patrouille. Le lieutenant, qui n'était pas dupe, les interrompit sèchement et les renvoya à la rue en les traitant de sales couards et de cochons. Sans demander leur reste, les gaillards dégringolèrent les marches de l'escalier en courant, comme s'ils avaient rencontré le diable en personne. Pendant ce temps, le lieutenant s'inclinait galamment devant Madame Van den Dorpen, s'excusa de l'attitude de ces hommes et s'enquérant si elle n'avait pas été molestée. « Vous plaisantez !» s'exclama-t-elle. « Le premier qui aurait porté la main sur moi, je l'aurais fait passer par la fenêtre, et les autres n'auraient pas tardé à emporter le même chemin. » L'officier lui apprit que de nombreux soldats s'étaient répandus dans la ville et avaient déjà violé plusieurs Européens. Avisés avec un certain retard de ces incidents, de nombreux gradés s'étaient lancés à la recherche de ces excités afin de mettre un terme à ces actions déshonorantes pour l'armée. Avec moi, ils avaient peu de chance d'arriver à un résultat, affirma Bertha Van den Dorpen. Même s'ils s'y étaient mis à 10, ce n'est pas cela qui m'aurait fait reculer. Ils bavardèrent ainsi un moment et Bertha invita le lieutenant à entrer pour se rafraîchir. « Vous ne vous inquiétez pas pour le sort de votre mari » s'étonna-il. « Ne vous faites pas de bile pour lui. Il s'en tirera comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois qu'on le met à l'ombre pour avoir eu la langue trop longue. » Le lieutenant se laissa convaincre, mais ne voulut pas s'attarder plus de 5 minutes, le temps de vider 1 ou 2 verres, préoccupé du sort des autres femmes, lesquelles n'avaient probablement pas autant de cran que la grande Bertha.
Si ça ne vous dérange pas, lieutenant, je m'en vais vous accompagner. Ma présence peut être utile pour réconforter celle que vos gars auraient serrée d'un peu trop près. » C'est ainsi que l'on vit un peu plus tard une jeep militaire patrouillant dans la ville, transportant un officier et une femme blanche. Cette dernière semblait commander la manœuvre. Ici, ils arrachèrent in extremis une jeune fille des griffes de 2 sergents-majors qui s'apprêtaient à lui faire subir leur volonté. Madame Van den Dorpen les apostropha hardiment. « Remballez vos outils, vieux dégoûtants, et allez chercher des poufias de votre calibre. » Là-bas, ils chassèrent à grands coups de gueule une demi-douzaine d'excités qui tentaient s'enfoncer une porte derrière laquelle gémissaient 4 femmes blanches complètement affolées. À la plus vieille d'entre elles, qui devait friser la 50aine, Bertha, avec son franc-parler, demanda crûment « Comment ? Tu te cachais, grand-mère ? C'est étonnant de ta part. À ton âge, on ne doit pas souvent se bousculer pour te caresser. » Un peu plus loin, ils arrivèrent trop tard. Le mal était fait. La jeune femme en pleurs, accroupie sur son lit dévasté, essayait de cacher sa nudité avec des lambeaux de robe. Bertha la consola à sa manière. « Ils étaient combien ? 2, 3, plus ? Je n'ai pas pu les compter, sanglotait la victime. « Et tu tiens toujours debout, fit Madame Van den Dorpen en admiration. Eh bien ma fille, toi au moins, tu as de la santé à revendre. Toutes mes félicitations. Tu n'as pas trop souffert ? » « Un peu, répondit la femme en reniflant. « Ce n'est rien, ça passera. Et puis, comme ça, quand on te parlera d'un nègre, tu sauras ce que c'est. » Cette façon cavalière de réagir devant des sévices d'une telle gravité provoqua des remous divers parmi la population de la ville. Les uns se déclarèrent choqués de cette attitude désinvolte d'une Européenne devant la bestialité de l'armée nationale. Certains ne purent s'empêcher de rire en rapportant les propos un peu lestes qu'on prêtait à Bertha. D'autres, enfin, louèrent son courage et son bon sens. Quant aux Noirs, ils étaient pleins d'admiration et de respect pour cette robuste Flamande qui, affirmait-il, avait mis en fuite une 20aine de soldats armés jusqu'aux dents et n'aurait accordé ses faveurs qu'à un lieutenant, un adjudant et 3 ou 4 sous-officiers qu'elle aurait d'ailleurs épuisés à tour de rôle. Ce qui est certain, c'est que dans la petite ville régna désormais l'ordre et la paix qu'aucun événement extérieur ne réussit à troubler pendant plusieurs années. Cette situation exceptionnelle, dans un pays en délire, était due à la présence de cette femme extraordinaire que l'on appelait familièrement la Reine-Mère. Van den Dorpen, quant à lui, qui connaissait de longues dates difficiles et les qualités combatives de sa moitié, s'amusa à lui trouver les surnoms les plus saugrenus. C'est ainsi qu'il disait très sérieusement, en parlant de sa valeureuse épouse, la vieille garde, la garde prétorienne, la brigade légère. Toutes ces épithètes faisaient la grande joie des amis du ménage. Pourtant, dans l'intimité, Lucien Van den Dorpen n'a jamais cessé d'appeler Bertha ainsi qu'il l'avait toujours fait depuis des années. Bobonne.